On dit quoi? François et Chris. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bah, ça va bien. Oui. Tout d'abord, content que vous soyez venu, que vous ayez accepté l'invitation. Alors, on va commencer d'abord par toi, Chris. Tu viens d'où? Donc, je suis née à New York, mais j'habitais aussi dans d'autres endroits aux États-Unis et aussi au Panama et en Italie parce que ma famille vient de ces deux pays-là, D'accord. avant d'arriver en France, évidemment. Dans quel pays tu as passé le plus de temps? Aux États-Unis, je crois, mais là, ça va faire 10 ans que je suis en France, donc je crois que ça approche. C'était où aux États-Unis? Donc, Tu vivais? à New York Ouais. et aussi au Texas, D'accord. à Austin et dans des autres endroits au Texas. Et toi, François, tu viens d'où? Et j'ai grandi à Plougastel d'Aoulas. Ça se trouve où? Ça se trouve dans le Finistère. C'est à 15 minutes de Brest. C'est le terminus du train. Tu peux pas faire plus à l'ouest D'accord. que là d'où je viens, en fait. D'accord. Je viens de plutôt de la campagne. Après, j'ai quand même grandi à Brest, qui est une petite ville, mais qui est quand même une ville. Voilà. Et bah maintenant, ça va faire quasiment 20 ans que je vis à Paris. D'accord. Comment t'es arrivé à Paris? Comment ça s'est passé? J'ai eu une opportunité qui était de faire des études à Paris, des études de droit que j'ai fait à la Sorbonne. Et alors, t'as trouvé ça Paris comment par rapport à Brest? Moi, j'ai été frappé par les communautés, en fait, assez rapidement, parce que c'est des choses que je connaissais pas forcément à Brest, parce que j'avais fait quand même mon DUG à Brest, à l'université de Bretagne occidentale. J'étais déjà diplômé. D'accord. Et j'ai fait après une licence et une maîtrise à Paris 1. Et j'étais dans le bain assez rapidement parce que je me suis fait des potes. Et je faisais pas vraiment attention à l'origine des gens, à la confession et tout ça. Mais en fait, le fait est que je me suis retrouvé plus facilement avec des gens qui étaient des alentours de Paris, de banlieue peut-être. Et puis j'ai vite appris qu'il y avait des choses qui se passaient à Paris qui se passaient pas ailleurs à Brest. Je me suis rapproché de la Ligue des droits de l'homme parce que j'avais des copains qui bossaient là-bas. Et j'ai été embauché pour faire le service d'ordre de réunion de la Ligue des droits de l'homme. La première réunion où je suis allé, ils accueillaient des universitaires qui venaient de la bande de Gaza. D'accord. Et donc il fallait faire le cordon de sécurité pour protéger les universitaires et les gens qui étaient pro-palestiniens contre des gens qui étaient des extrémistes du Bétar. J'ai appris aussi l'existence des extrémistes du GUD, donc côté extrême droite cette fois à Assas, qui étaient un peu les rivales de Paris 1. Toutes ces choses-là, c'était complètement abstrait, je ne connaissais pas ça à Brest. D'accord. Ok, donc très vite politisé en fait, si je comprends bien. Ouais. D'accord. Tu y étais déjà quand tu étais à Brest? Pas du tout. Ok. Et toi, Chris, comment tu es arrivé à Paris? Moi, c'était pour faire les études aussi. J'avais vécu 2 fois en Italie avant. J'ai adoré. J'avais déjà voyagé en Europe et ça m'a touchée. Enfin, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, je savais toujours que je voulais faire un master et même éventuellement un doctorat. Et donc, j'ai trouvé un programme ici. Et donc, j'ai fait mon master ici. C'était pendant 2 ans et après, je sais pas, c'est la vie qui m'a fait rester. D'accord. Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? On s'est rencontrés dans une soirée d'amis qu'on avait en commun. D'accord. Et voilà, que depuis, on a gardé contact, qu'on est restés ensemble. Ok. À l'heure actuelle, vous vivez où? Dans la Goutte d'Or. Ouais. Rue d'Oudoville. D'accord. Depuis 2013. 2013. Moi, je suis arrivée un peu après. Je me souviens pas quand. 2 ans après, peut-être. D'accord. Ok. Vous avez des lieux en particulier où vous aimez aller dans le quartier En ce moment, je passe beaucoup de temps à Olas Café. C'est juste là, ça fait 1 an qu'ils sont ouverts. Alors, c'est quoi l'adresse? On va faire une petite pub. C'est un gars qui vient d'ouvrir. C'est rue Marcadet, mais je ne me souviens pas le numéro. 14. 14 rue Marcadet. On trouve de la bonne nourriture, faite avec amour. C'est végétarien en fait. D'accord.
Ah, c'est C'est végétarien. vraiment très bon. bon pour la santé, mais aussi très bon, quoi, tout simplement. Les chefs sont, on va dire, africano-britanniques, on va dire. D'accord. Le meilleur grilled cheese de tout Paris, les meilleurs scones, le meilleur jollof rice. Alors, Jollof rice, peanut Qu'est-ce stew. qu'un cri Grilled cheese. Qu'est-ce que c'est? Parce que je ne connais pas ces trucs. Vas-y. Ah bah, c'est le petit sandwich au fromage D'accord, c'est un sandwich au fromage. qui est grillé. D'accord. À l'intérieur, ils mettent des oignons confits. D'accord. C'est servi avec une salade de choux en façon pickles. Enfin, c'est un truc. D'accord. Ils font les choses correctement. D'accord, Et ok. la nourriture est de qualité et ils font attention aux gens du quartier. Au prix aussi. Au Parce prix. que c'est un nouveau truc. Il y a Donc, de la avec diversité, la ouais. gentrification, tout ça, Ouais. ça peut être beaucoup plus cher, mais non. D'accord, au niveau des C'est- prix, c'est correct. Oui, Ok. oui. Donc, on trouve que c'est très bien. Enfin, D'accord, ok. Ouais. Bah, vous nous donnez une adresse, en plus, c'est pas très loin du magasin. bah oui. Il y a d'autres lieux aussi que vous aimez bien Oui. fréquenter. Bah, on y va aux Trois Frères, parfois. Aussi à la maison Château Rouge. Enfin, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas pour manger ou pour boire, mais c'est une boutique dans le quartier qui est très bien. Et c'est Qu'est-ce géré par des gens qui sont très engagés dans le Qu'est-ce quartier. qu'ils font là-dedans? Ils font des partenariats avec plein de gens en Afrique, dans des pays différents, pour valoriser toutes les belles choses qu'ils font. Ils font très attention à les choses comme ça. Ils travaillent aussi avec beaucoup de gens du quartier. Ils viennent de sortir en plus plusieurs collabs avec Monoprix, mais aussi d'autres gens. Ah oui, ils font les Peut-être vêtements. t'as C'est eux vu. qui avaient sorti une marque de basket, je crois. Ils ont signé avec Exactement, Nike, ouais. je crois, quelque chose comme ça. Ouais, avec Oui, le Jumpman. Maison Ouais. Château Rouge, oui, tout à fait. Maison oui. Château Rouge, c'est du prêt-à-porter. Oui, d'accord, ok. Et Ils sont très très reconnus ils quand sont même. Ça marche très très bien pour eux. reconnus. Et Oui. Ouais. pour nous, c'est vraiment un modèle, et notamment Youssouf Fofana, le fondateur. C'est quelqu'un qui a, vraiment les idées en place et il fait les choses correctement, comme on dit. Et donc, Chrysandra, elle le suivait déjà depuis un certain temps. Son modèle en fait de fonctionnement, on le trouve très intéressant. Parce que lui, en fait, il s'est pas mis à vendre du prêt-à-porter comme ça. Derrière, en fait, il y a une initiative et une association et qui a vraiment motivé son action. C'est-à-dire que c'est pas du commerce, quoi. C'est vraiment quelque chose qui. C'est pas que du commerce. pas parce que qu'il du faut quand même commerce. que- Oui, il Oui. faut quand même vivre. Ouais, Un d'accord. partenariat avec Nike, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une. Voilà, Ouais. derrière, il y a du fond. D'accord. Oui. ok, Mais oui, voilà. Ils sont très thoughtful. d'accord. Il y a d'autres endroits aussi. On va au Doudoville. Au Mm. Doudoville, c'est une des maisons les plus anciennes de la rue Doudoville. Donc c'est un monsieur qui fait avec sa femme, il fait des tagines et des couscous. Ma gardienne, Madame Moretti, qui a 80 ans, elle me dira c'est la meilleure graine du quartier, c'est là qu'il faut aller. Elle est là depuis 35 ans, donc elle a vu le quartier évoluer. Lui, il n'a pas bougé. Il a repris l'affaire de son papa. D'accord. Et dès que je peux, je vais aller prendre un café, causer un peu avec lui. Il y a des gens du quartier qui viennent là-bas. Enfin, c'est vraiment un endroit qui est bien. Sinon, on va... J'ai pensé à Arsène, mais ça a un peu changé oui, depuis. oui. Donc, on ne mange plus là-bas. Et depuis la pandémie, je ne sais même pas si on peut boire un verre là-bas, toujours. Mais ça, c'est aussi une institution du quartier très spéciale. Tu le Qui connais? était ouvert 3 Oui. jours dans la semaine. Oui, Ouais. plus récemment, oui. Bah, il est vendredi, samedi, il est ouais. un peu âgé, Oui, on m'a dit qu'il- Arsène. ouais. Donc, et là, il était toute seule avant la pandémie. Mais on Depuis, a je eu ne la sais chance pas. d'aller manger là-bas C'était incroyable. il y a 3-4 ans, 4-5 ans maintenant. Et c'était vraiment le terroir guadeloupéen au fond de la rue Doudoville. Et un gars avec des histoires, mais D'accord. folles, D'accord. au comptoir, quoi. Ok, très bien. Dites-moi, donc tous les deux, vous avez monté une initiative, et c'est la raison pour laquelle vous êtes invités. Comment ça vous est arrivé, cette idée de créer une association? Bah, j'étais déjà une bénévole parce qu'à la D'accord. base, c'est moi qui travaillais avec des jeunes et avec des enfants.
Donc, aux États-Unis, j'ai étudié la psychologie et j'ai travaillé avec des enfants handicapés avant, surtout. Mais j'étais toujours très intéressée par des problèmes multiculturels, on peut dire les problématiques, les thèmes comme ça. Et du coup, ici, quand j'ai fait mon master, c'était en relations internationales. Et du coup, j'ai écrit ma thèse sur les mineurs isolés étrangers en Italie qui demandent d'asile et tout, et les droits d'homme, droits d'enfant et tous les problèmes qu'ils ont, quoi. Et du coup, ici, j'ai cherché, je voulais être engagée, je voulais faire des choses dans ça. J'étais bénévole avec une autre association avant, et après, j'ai commencé à l'ADJI, donc c'est là où il y a les permanences d'accueil, c'est dans les 19e. D'accord. Et après presque un an, François, comme il est juriste en plus, il avait envie de faire un peu autre chose, d'aider les autres aussi. Il était intéressé par ce que je faisais. Du coup, il est commencé à venir avec moi. D'accord. Chrisandra, en fait, m'a proposé de la joindre à une permanence pour aider des mineurs non accompagnés. C'est de l'aide juridique et administrative. Au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait plein de jeunes qui sont des migrants, mais qui sont mineurs non accompagnés ou des jeunes majeurs, totalement livrés à eux-mêmes. Beaucoup sont dans la rue, dans une situation qui est un peu critique, quoi. Donc voilà, le peu de choses qu'on leur proposait, c'était surtout faire du foot. Il y a quand même pas mal de jeunes pour qui le foot, c'était pas tout. On s'est dit qu'on allait faire des sorties culturelles parce que nous, déjà, on profitait de la ville et de Paris. Les premiers dimanches du mois, on va au musée, on trouve des plans, on peut aller visiter des galeries. Enfin voilà, il y a tout un tas de sorties culturelles. La musique aussi. Ouais, je joue dans un orchestre et donc c'était l'occasion d'inviter les jeunes au concert. De fil en aiguille, après quelques sorties culturelles qui ont été mises en œuvre, au bout d'un certain temps, on s'est dit qu'on allait monter une association. Quand bien même on arrivait à mettre en œuvre des actions qui étaient entre guillemets gratuites parce que c'est sur la bonne volonté des gens et à partir du moment où on présente bien le projet, les gens c'est le feu vert, on y va. Il faut quand même qu'on ait un cadre à notre action. On a créé l'association pour faire quelque chose un peu officiel, quoi. D'accord. Chris, comment s'appelle cette association? Soul Food. Soul Food. La nourriture de l'esprit. Oui. Art and culture, it really feeds the soul. Moi, je crois ça. J'ai des parents qui sont des artistes aussi. Et toi aussi. Donc, oui. Et je sais j'ai pas du tout la même histoire que ces jeunes, mais quand même, c'est pas facile d'être une étranger. Peut-être dans n'importe quel pays, mais en France, c'est pas facile, je peux dire. Et je sais que parfois, quand je me sens vraiment pas bien, c'est d'aller au concert, écouter de la bonne musique, aller voir une exposition. C'est ce genre de choses qui m'inspirent, qui me motivent. Après, c'est comme ça que moi, personnellement, je nourris mon âme. Donc, je voulais faire la même chose pour les jeunes. On n'est pas des juges ou des politiques. On ne peut pas régler tous leurs problèmes de papier, de tout ça. Mais au moins, on peut leur faire rêver. Les accompagner, leur faire découvrir des choses, les sensibiliser à des... Oui, et montrer aussi qu'il y a autre chose. Souvent, ils ne savent pas qu'il y a plein de choses en fait qu'ils peuvent faire. Donc, c'est important ça aussi. C'est même juste de donner des infos qui peuvent changer la vie. En parlant de ces jeunes, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu plus d'où ils viennent? Est-ce que c'est vraiment tous les jeunes ou vous êtes vraiment focalisé plus sur des jeunes migrants ou des jeunes d'ici, d'ailleurs, de banlieue? Nous travaillons surtout avec des mineurs isolés étrangers. D'accord. Donc des mineurs qui sont arrivés ici et ils sont tous seuls. Et aussi, il y a des jeunes majeurs. Donc, normalement, ils sont des jeunes qui sont arrivés en tant que mineurs, mais maintenant, ils ont 18 ans ou un peu plus. Les jeunes membres de Soul Food, ils ont entre 14 et 22 ans. D'accord. La plupart entre 16 et 18 ans. D'accord. Après, nous travaillons aussi avec des lycéens, donc des jeunes français. De temps en temps, on aime bien faire ça aussi, par exemple, les inviter en sortie avec les jeunes membres de Soul Food, parce que les jeunes membres de Soul Food, ils sont très isolés. Même quand ils vont à l'école,
ils sont vraiment à part de Ils la sont vie. scolarisés, en fait, ces enfants, ou pas? Pas tous. Pas tous. Pas tous, d'accord. Ok. Sachant que l'Académie de Paris, par exemple, a été un peu montrée du doigt dans le sens où ces jeunes-là n'étaient pas affectés dans des classes parce qu'ils n'avaient pas un statut qui était clair au niveau administratif. C'est-à-dire que leur minorité ou leur, comment dirais-je, le fait qu'ils bénéficient de mesures d'assistance éducative était mis en avant comme un préalable à la scolarisation, ce qui est absolument illégal. Voilà, l'Académie de Paris faisait comme elle pouvait pour freiner en fait l'arrivée de ces populations dans ces classes. C'est ce qui justifie qu'il y a plein de jeunes qui se sont retrouvés à complètement livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire pas de scolarisation, peu d'activité, beaucoup d'oisiveté. Voilà. Qui justifie aussi qu'on se spécialise là-dedans, dans les sorties culturelles et artistiques. D'accord. Et ces jeunes, est-ce qu'ils parlent le français? Les plupart, oui, parce que beaucoup viennent de pays qui étaient colonisés par les Français. Mais il y a aussi des jeunes qui viennent de pays anglophones ou des jeunes qui viennent de pays comme l'Afghanistan. Et du coup, ils parlent anglais avant le français. Mais après, ils apprennent tous. Mais c'est juste que parfois, quand ils arrivent, ils ne parlent pas encore ou quand... ils commencent à faire des sorties avec nous, ils parlent pas ou ils parlent pas parfaitement. Il y a beaucoup qui, par exemple, ils s'écrivent pas en français vraiment ou pas très bien. Mais ils apprennent tous. Enfin, ils ont tous envie d'apprendre aussi. Et tu parlais de oisiveté, là, tu parles d'envie, mais ces jeunes que vous voyez, est-ce que vous sentez leurs envies dans ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils voudraient... Ça dépend un peu d'un jeune à l'autre, mais enfin, en règle générale, ils veulent tous s'en sortir, quoi. Là, on est vraiment sur de la survivance, hein. C'est survivre, quoi. Donc, ils sont arrivés en France pour des raisons X ou Y, mais c'est quand même... donc, il y a des cas des jeunes qui sont demandeurs d'asile parce que eux ou leurs familles sont menacés dans le pays d'origine. Il y a beaucoup de gens qui sont là aussi parce que ils sont fils de cultivateurs et qu'il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien dans les régions un peu au-dessus du Sahel, beaucoup de Maliens, les parents ils sont tous cultivateurs et donc les gens fuient, quoi, ils partent. Et puis dans ce qu'ils cherchent, il y en a qui viennent parce qu'ils ont eu l'idée, mais souvent dans les récits, c'est aussi parce qu'on leur a mis cette idée-là dans la tête. Et on leur a mis plein de choses dans la tête. Tout ce que tu veux, sauf la réalité, évidemment. Et donc, ça déchante. C'est dur quand ils arrivent, quoi. Et après, c'est même à ce stade-là qu'il faut se reconstruire, reprendre confiance avec les gens, avec toute la série de gens qui les ont un petit peu grugés ou entourloupés, en partant de la famille, les passeurs, mais aussi les administrations X ou Y dans les pays où ils ont été. Il faut qu'ils reprennent confiance un peu en l'être humain et après ils se reconstruisent à partir de là, en fait. Donc ce dont ils ont envie, c'est j'ai envie de dire, c'est d'exister, quoi. Il y a pas, c'est hyper basique, hein. Il y en a certains qui ont des envies professionnelles, mais la plupart ils sont malheureusement dans une situation qui est un peu critique et qui fait que voilà, rien que survivre, c'est déjà bien, quoi. Avoir un toit déjà pour ça. Ouais, exactement. Et toi, Chris, par rapport à ces envies, tu remarques d'autres choses? Je ne crois pas que j'ai vu beaucoup de gens jeunes qui n'étaient pas motivés d'aller à l'école, trouver un travail, aider leur famille aussi. Mais après, ce que François dit, c'est aussi juste les trucs basiques. C'est pour ça, avant, je parlais de donner des informations. Parce qu'après, souvent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, par exemple, créativement, avec des métiers qu'on peut dire qui sont basiques, mais quand même, ils sont nécessaires, mais on peut dire ça peut-être. Donc, je trouve que aussi, ça fait partie de notre mission. On essaie vraiment de leur montrer qu'il y a des options. Et j'étais déjà un peu... je connaissais ça déjà un peu quand je parle avec mon père et ma famille du Panama, le fait que il y a des choses qu'ils ne savaient même pas exister. Et parfois, j'ai eu des conversations comme ça, genre, waouh, si moi je savais que je pouvais être, je ne sais pas quoi.
peut-être j'aurais fait des études comme ça, mais nous, c'était juste les trucs genre électricien, enfin, ce genre de choses, ou médecin, mais il y a quand même plein de choses entre les deux. Et moi, je vois la même chose avec ces jeunes, que souvent, ils ont aucune idée. Donc, comme nous, on utilise l'art et la culture pour faire tout, pour leur aider, pour les inspirer. Ça, c'est un bon exemple. On essaie d'expliquer et même montrer que, par exemple, de travailler dans l'électricité, ça peut être quelque chose de très simple. De changer les ampoules, enfin de régler les problèmes comme ça. Mais aussi, tu peux travailler au Théâtre national de Chaillot et tu peux créer des lumières pour des performances spéciales. Donc, on essaie de... Après, on veut aussi que eux... une autre partie de notre mission, c'est de leur donner même un peu la choix. Parce que nous avons eu un choix quand même pour choisir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Et eux, ils n'ont pas vraiment de choix. Alors, Soul Food, quelles sont les activités ou quelles sont les propositions que vous mettez en place et qui sont en cours? Donc, nos activités principales sont les sorties culturelles. D'accord. On a plein de partenariats dans le quartier aussi, par exemple avec l'Institut de culture d'Islam, FGO Barbara. Donc, parfois, on va au concert, au musée, on fait des visites guidées. Parfois aussi, après, on aime bien travailler partout à Paris parce qu'on veut qu'ils découvrent... la ville. Oui, cette belle ville, quand même, parce qu'on habite à Paris. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, à voir. Bien sûr, c'est clair. Après, on fait des activités aussi, on aime bien leur faire créer aussi. Et c'est une manière aussi pour s'exprimer. Donc, on fait des ateliers parfois, du film, du danse. Et après, on a aussi des projets un peu plus long terme, un club d'anglais pour les anglophones, mais aussi il y a plein de jeunes qui ont envie d'apprendre l'anglais ou qui sont à l'école et ils vont être mieux dans l'anglais parce qu'ils font un peu à l'école. Récemment, on a aussi commencé des choses un peu plus techniques parce qu'on a vu qu'il y a un décollage très grave, très important. Il y a beaucoup de jeunes qui... ils n'ont pas des ordinateurs et ils ne savent pas trop comment l'utiliser. Donc, on essaie d'aider avec ce genre de choses. Et après aussi, on a un programme de développement professionnel et c'est pour les jeunes qui sont intéressés par les métiers un peu culturels. Donc, c'est-à-dire la cuisine, boulangerie, pâtisserie, la mode et aussi la menuiserie parce que nous travaillons avec un menuisier qui est basé, son atelier est dans le quartier en fait. D'accord. Victor De Rossi, il est un artiste, il fait des trucs incroyables. D'accord. Donc là, on essaie de vraiment aider les jeunes un peu plus genre concrètement ou long terme. On travaille avec des gens qui sont très forts dans leur métier, mais aussi qui sont engagés peut-être pour les choses comme la sustainability, les choses comme ça. Aussi les gens comme Youssouf qui sont très engagés dans des quartiers comme où nous sommes là. Et du coup, ça aide les jeunes aussi. On veut par exemple qu'ils vont trouver un métier qu'ils aiment bien, qui vont apprendre beaucoup de choses, mais aussi on veut ouvrir des portes qui sont normalement fermées à ces genres de personnes. Le public, quoi. Oui, oui. Et du coup, on leur place dans des stages, des apprentissages, des choses comme ça. François, il travaille beaucoup. Il y a beaucoup de travail behind the scenes pour ça, beaucoup de choses administratives. C'est quoi ton travail à toi ? Dans le programme de développement professionnel, l'idée, c'est, Chrisandra a dit souvent, c'est la qualité avant la quantité. Donc nous, on essaie de les mettre en relation avec des patrons qui sont dans des affaires pour les métiers de bouche, qui sont à ses côtés, assez prestigieuses. Donc il y en a quelques-uns, donc, que ce soit la Mijan, Ten Bell Bread, que ce soit Boulogne, que ce soit la Pointe du Groin, qui sont restaurants, mais aussi c'est aussi une boulangerie, enfin un fournil. On a placé des jeunes là-bas, avec des patrons qui étaient prêts du coup à s'engager, c'est-à-dire par exemple à donner un contrat et
on va dire sponsoriser le jeune. Mais derrière, le behind the scenes, ça veut dire il faut gérer les éducateurs qui sont à l'aide sociale à l'enfance, il faut gérer les équipes pédagogiques quand ils sont dans des CFA, donc les profs. Il faut gérer la problématique liée au papier, au titre de séjour, donc avec les préfectures, l'autorisation de travail. Il y a aussi tout ce qui va concerner la santé, l'administratif, tout un tas de choses en fait qu'il faut suivre et pour lesquelles en fait il faut démêler, déminer certaines choses pour que les relations se passent le mieux entre le patron, le jeune, l'école, l'aide sociale à l'enfance. On parle beaucoup de l'aide sociale à l'enfance, mais l'aide sociale à l'enfance, en fait, c'est le département. Il y a des dispositifs comme le contrat jeune majeur qui vont permettre à un jeune d'être accompagné jusqu'à ses 21 ans si il fait la démonstration qu'il a un cursus, qui suit un cursus. Donc si ce jeune, on arrive à le faire rentrer dans un parcours d'apprentissage, il peut quand même, sur un terme assez long, du coup, être accompagné par des dispositifs publics pour financer ses études et son cursus jusqu'à son diplôme. D'accord. C'est un peu la voie royale pour certains de ces jeunes qui veulent travailler notamment dans les métiers de bouche, puisqu'on en parle. En plus, s'ils sont backés par des patrons qui sont dans des institutions qui sont bonnes, c'est des lignes sur les CV, puis c'est une carte de visite pour aller ailleurs. D'accord. Moi, ce que j'ai en tête, c'est... donc Christiandra parlait on les fait aller partout dans Paris, on les fait rencontrer des gens partout dans Paris. C'est aussi les rendre visibles, parce qu'il y a d'autres endroits que sous les bretelles d'autoroute et dans les tentes qu'on trouve des migrants. Maintenant, on les trouve dans des endroits où le bon Parisien va quand il s'y connaît en bouffe ou quand il s'y connaît en art contemporain. C'est là qu'on va les trouver maintenant. Parce que ces gens-là, ces jeunes qui sont des gens, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à créer, ils ont des choses à faire. D'accord. Et c'est quoi le type de problème que tu peux rencontrer? Parce que tu sais qu'il faut gérer par rapport à l'équipe pédagogique, par rapport aux institutions. Ça arrive des fois que tu as des accrochages avec les gamins, on t'appelle. Quand les jeunes sont dans des hôtels, par exemple, il y a des couvre-feux. Donc il faut gérer avec les éducateurs ou le manager de l'hôtel pour dire on fait une sortie, il doit revenir après. C'est pareil pour les problématiques liées au travail. Quand le jeune est dans une situation irrégulière, il faut gérer la problématique administrative en parallèle de son cursus, du fait qu'il doit suivre des études, être serein, parce qu'effectivement s'il écoute ses éducateurs ou ses profs ou les gens qui l'encadrent, il n'y a pas beaucoup de perspectives. Donc il faut essayer de lui dire que non, les choses se régleront, on va faire les choses correctement. Si ça coince, on appellera un avocat avec les réseaux qui sont les bons, et on y arrivera. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se mettre sur une voie de garage juste parce qu'on te l'a dit, quoi. C'est ça le genre de problème qu'il faut régler. Aujourd'hui, si on prend le cas des jeunes qui sont pris en charge, les institutions, elles sont, il est vrai, saturées, mais c'est aussi... y a beaucoup de gens qui sont désabusés malheureusement dans ces associations, y compris les travailleurs sociaux. C'est triste, parce que c'est des gens qui ont fait un métier pour aider les autres, mais on ne leur donne pas les moyens de travailler. Du coup, c'est de l'abattage, et puis les jeunes, on les fout dans des filières techniques. Donc, on parlait des métiers de bouche, donc plutôt que pour les meilleurs qui finissent chez Otakos, le meilleur, il ne va pas finir chez Otakos, il va finir... dans le temple de la bistrologie dans le 7e ou dans la meilleure boulangerie de Paris. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Alors je vais vous proposer une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Malele you you possible nawe possible nawe pakmata pakmata
safinɛ kun a bɛ ɲɛgɛn ye kɔnɔ diɲɛ na bi 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 ba 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 bi ba 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 diɲɛ na bi 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 ba 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 bi ba 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 diɲɛ na pra pri pra 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 pri pra pra pri pra 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 pri pra pra diɲɛ ma pri pra ma yi dunuya kɔnɔ yan ma pri pra ma yi dunuya kɔnɔ masa ala y'o fana tugun o ye ma pri pra ye dunuya kɔnɔ yan. Depuis tout à l'heure, je vois un livret qui est posé près des micros. Qu'est-ce que c'est exactement ce livret? En fait, c'est notre rapport annuel. Alors, le rapport annuel, c'est un exercice un peu obligé quand on a une grosse association. Nous, même si on est petit, et Chrisandra, c'est un peu ça, son principe, c'est on fait tout comme les grands. Donc, on fait un document qui est un document de communication. On n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, nous, on est bénévoles. Hein. Donc, on a choisi de mettre des sous là-dedans. On a été aidé par des gens qui sont bénévoles aussi pour le mettre en forme. Et donc, c'est un support de communication qu'on distribue aux gens avec qui on travaille, avec nos partenaires, mais aussi avec des gens qui sont susceptibles de nous donner des fonds. Alors, sur la pochette, pour les auditrices et les auditeurs qui ne peuvent pas voir, c'est un livret qui est en papier glacé, bonne qualité, mine de rien. Sur la couverture, alors, on voit la Tour Eiffel, on voit une photo en noir et blanc, une très belle photo d'ailleurs en noir et blanc, et on voit de dos 5 personnes qui regardent la Tour Eiffel, et on devine que ce sont des jeunes que vous suivez. Oui, exactement. C'est un peu notre signature parce que nous, on ne met pas les visages des jeunes sur l'Internet parce qu'il faut avoir l'autorité.
Et aussi, il y a des jeunes qui sont un peu en danger, tout ça. Et on voulait une photo qui montre qu'on est à Paris. Et aussi, un peu comme François a dit avant, on veut surtout pas montrer des migrants et des réfugiés dans des situations hyper précaires, comme on voit souvent dans les médias. Misérabiliste, quoi, un peu, d'une certaine façon. Exactement. Donc là, on est chez un de nos partenaires, le Théâtre national de Chaillot, après un spectacle. Et du coup, on trouvait que c'est très bien, que ça montre plusieurs choses et que ça montre vraiment qu'est-ce que nous faisons. C'est une photo qui a été prise dans un des salons du Palais de Chaillot, qui est un endroit historique. Pour la petite histoire, ce salon où on retrouve la photo de ces jeunes qui font face à la Tour Eiffel a été signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ouais, moi, ça me fait toujours quelque chose quand je vais là-bas, parce que ne serait-ce que la vue qui est extraordinaire, c'est aussi un lieu qui est chargé d'histoire. On parlait de prestige, c'est un des endroits les plus prestigieux en matière de danse au plan national. Et voilà, donc on emmène les jeunes là-bas pour voir les spectacles. On a déjà mis en place, on a un projet de danse où les jeunes ont dansé. Oui, et l'équipe de Chaillot, ils sont très engagés. Ils ont fait des projets avec des jeunes dans la Goutte d'Or aussi. Absolument. Et moi, j'ai trouvé que c'est très spécial. Après que nous sommes sortis de première réunion avec eux, j'étais un peu étonnée parce que nous travaillons avec beaucoup des institutions qui sont plus petites et aussi engagées, genre comme les centres culturels suisses. Ils sont incroyables. Mais avec les plus grandes institutions, c'est un peu différent. Et parfois, après, quand tu connais quelqu'un, ça peut passer, tu peux avoir des passes ou des trucs, mais c'est pas la même chose. Mais là, ils sont vraiment engagés. D'accord. J'étais vraiment impressionnée par ça, donc c'est super. Ça a souligné, le Palais de Chaillot, ils ont... Par rapport aux jeunes et les actions que vous avez menées, est-ce que tu peux nous parler un peu, nous donner quelques exemples de quelques projets qui ont abouti ou peut-être qui sont encore en cours? Oui. Donc, nous avons fait 2 ateliers de films. Un plus récemment avec Filméo, une association qui travaille pas juste avec des jeunes, mais avec des gens qui peut-être sont intéressés par créer et pour faire des films, mais ils n'ont pas peut-être les moyens ou accès aux équipements qui peuvent être très chers. Et du coup, ils font plein d'ateliers avec les smartphones de films. Donc, on vient de faire ça, mais je crois que ça fait 2 ans. On a fait un autre atelier de film avec... c'était à l'Institut de culture d'Islam, donc dans le quartier, avec... Royales qui je crois que oui, mais Selim Sam. Oui. Donc il était un rappeur, mais maintenant il est plutôt journaliste. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'il a les deux les deux noms. Et avec lui, pendant les vacances scolaires d'été, on est venu. Donc ça c'était à l'Institut de culture d'Islam. Donc, on est venu avec des jeunes et on a fait avec des autres jeunes du quartier, je crois aussi des jeunes de banlieue. D'accord. Et pendant une semaine, on est venu l'après-midi et ils ont appris beaucoup de choses sur les films documentaires. En fait, parce que Salim, il a fait... il fait des documentaires. Il a fait des documentaires sur les hip-hop dans plusieurs pays et sur les femmes dans ce monde aussi du hip-hop et tout ça. Et du coup, c'est lui qui a fait l'atelier. Et à la fin, les jeunes, donc on est même allé dans les rues du quartier pour faire des interviews. Et à la fin, ils ont fait avec Mokles, qui est venu à l'Institut de culture d'Islam, qui est un autre endroit dans le quartier qui est très spécial. Mokles de la Secret Connection. Oui, voilà. Exactement. Et c'était une très belle expérience. Après, comme tout le monde dedans était des mineurs et tout, on ne pouvait pas mettre ça sur l'Internet. C'était compris avec l'Institut de culture d'Islam. Donc, on avait juste ça qu'on a montré. Pour l'association, on a gardé ça pour nous. Mais c'était une belle expérience. Mokles, il était hyper sympa. Et je crois que les jeunes qui ont assisté, ils ont beaucoup apprécié. Et toi, François, tu as des choses qui te reviennent par rapport à des actions
Moi, dans les souvenirs, ça a été un atelier de danse qui s'est terminé dans un spectacle avec une chorégraphe italienne, Martina, qui en fait, en moins d'une semaine, a réussi à mobiliser les jeunes et à les intégrer à son spectacle qui s'appelle Ways, qui est un spectacle autour de la migration. Ça veut dire chemin en anglais, c'est ça? Ouais, c'est les chemins, quoi, c'est les routes migratoires. Donc on a fait ça dans une salle, place des Fêtes. J'ai des amis qui sont venus, on a fait une captation vidéo professionnelle et tout. Donc on en a sorti un petit film qu'on ne diffuse pas parce qu'il y a les jeunes dessus, mais c'est déjà quelque chose. On l'a diffusé à certains endroits quand on était un peu en privé, quand on a fait des petits événements avec l'association. Mais ça a été vraiment un des trucs qui m'a fait dire mais c'est complètement, c'est magique quoi. Parce que les jeunes, ils sont montés sur scène pour danser. Devant au moins devant un public 100 personnes, devant 150 personnes. Ouais. Ils ont aussi aidé pour créer le spectacle. Exactement. Ils ont raconté un peu de leur histoire. Ils étaient partie intégrante du spectacle. Donc c'est un spectacle donc de danse avec derrière donc du mapping, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui faisait du VJ quoi, vidéo qui projetait derrière des images. Il y avait des témoignages d'eux qui étaient préenregistrés et qui étaient lancés pendant la petite performance qu'ils ont faite. Vraiment, c'est un truc qu'on a montré au théâtre de Chaillot, ça les a bluffés aussi, c'est pareil. Je sais pas comment te dire, mais ces jeunes-là, ils ont le feu et quand ils font un truc, ça rajoute une petite note un peu magique. Ils ont fait un truc que jamais eux, ils auraient espéré, puis nous non plus. C'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, quoi. D'accord. Oui. Ok. Chris, je vois, t'es ému là. Tu as presque les larmes, là, t'as chair de poule. Là. Oui. Non, mais c'était très spécial. C'était vraiment magique. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, vous nous parlez du truc, vous avez les images, mais qu'est-ce qui vous a ému là? C'est quoi qui ça? Ils sont des jeunes qui, en plus, je crois que les jeunes qui ont fini, il y avait plusieurs jeunes qui ont assisté aux ateliers. Mais à la fin, les gens qui ont monté sur scène, c'était des gens qui connaissaient pas la danse avant. Je trouve qu'ils étaient vraiment courageux déjà pour même raconter leur histoire et faire ça. C'est aussi la danse contemporaine, donc c'est même pas... Peut-être on peut imaginer aujourd'hui avec la musique et tout, avec la chorégraphie, que peut-être il y a des gens qui... Mais c'était pas ce genre de trucs genre des hip-hop ou les trucs comme ça un peu plus communs, on peut dire, avec les jeunes aujourd'hui. Et c'était vraiment un truc... c'était l'art contemporain. Et des choses que, oui, normalement, par exemple, on a vu quelque chose un peu comme ça à Chaillot la semaine dernière pour notre 100e sortie culturelle. D'accord. Petite side note. Mais donc, même, c'était vraiment magique. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai pleuré. Il faut le voir. Pour oui. Voir. Vous avez les images, on les verra peut-être un jour, on verra. Un événement, un spectacle. On a posté quelques photos et des choses comme ça. Oui, peut-être un jour, quand ils sont tous majeurs, on peut leur demander. Quand ils sont tous aussi dans des situations stables, on sait que tout va bien, ils vont pas... Peut-être on peut diffuser ça. Mais c'est vrai que nous avons remarqué, il y a plusieurs fois quand... moi, j'ai senti quelque chose comme ça. Ça, c'était peut-être le plus fort. L'autre, c'était à notre deuxième anniversaire de Soul Food de l'association. Nous avons créé un événement culturel pour la première fois. Et c'est un de nos buts de faire ça même plus souvent. Mais cette fois, c'était aussi un peu ça. C'était incroyable. Et les jeunes, ils nous ont aidés aussi pour créer cet événement. Il y a des jeunes dans notre programme de développement professionnel qui ont fait les pains, qui ont fait les menus, qui ont cuisiné, qui sont travaillé avec nos partenaires, par exemple chez le Refettorio, dans les cryptes de la Madeleine. C'est un restaurant solidaire. Ah ouais? Okay. Et nous sommes allés là hier soir pour faire une sortie. Parfois, il y a des jeunes qui travaillent dans leur cuisine. Et eux, l'idée, c'est ils sont anti-gaspi. Donc, ils travaillent avec des choses, des ingrédients qui
devait être mis à la poubelle. Ouais, ils ont récupéré tout ça pour pouvoir le cuisiner avec. Quoi. Exactement. Mais c'est un restaurant gastronomique solidaire, parce qu'ils font venir des grands chefs. Oui. La personne qui a mis en place ça, Massimo Bottura, c'est un des précurseurs de la slow food, donc un Italien. Et donc, le principe aussi, c'est qu'ils ont des chefs résidents, mais il y a aussi des chefs invités qui viennent et qui font leurs recettes à partir des ingrédients qui leur sont proposés. Donc les gens qui viennent là, c'est des gens plutôt, on va dire, dans le besoin. Et ils mangent de la cuisine de haute volée dans le foyer de la Madeleine gratuitement. Oui. Et du coup, un jeune de Soul Food qui est passé par cette cuisine, il a fait quelques jours là. Et après, il est placé par nous. Maintenant, il est en apprentissage dans un très bon restaurant. Et lui, il a fait une partie du menu pour cet événement. Il est allé, il était le guest chef au refettorio. D'accord. Du coup, il a créé un menu, il a cuisiné pour, je ne sais pas combien de personnes, mais beaucoup. Il a cuisiné pour toutes les personnes qui étaient là ce soir-là. Et aussi, il a gardé des restes pour nous les lendemains, pour l'événement. Il y avait des choses comme ça. Il y a des jeunes qui ne savent pas bien écrire le français, qui ont fait des discours. Oui. Donc, François, il a aidé un peu pour ça, mais c'était eux qui ont fait ça. Ils ont raconté, ils ont dit leur discours devant tout le monde. Et on a diffusé là les spectacles du Waze aussi. Ouais. Et du coup, on a vu, tout le monde était hyper touché. Il y a des partenaires qui on travaille depuis les débuts, ils savaient pas, peut-être on travaille avec eux pour un projet, et du coup, ils savaient pas qu'on fait tous ces autres projets. Ils étaient touchés. Il y avait des gens de notre vie perso, la famille, des amis et tout, qui étaient touchés aussi. C'était vraiment spécial. Dans cet événement en particulier, on a essayé de mettre, et qui peut-être un jour deviendra un festival, mais ça a été fait comme un festival, parce qu'il y a de la musique, il y a des artistes du quartier qui sont venus jouer, qui sont venus jouer donc, ce jour-là. Et il y avait l'art qui était représenté avec une vente aux enchères silencieuse. Il y avait la cuisine qui était représentée avec les jeunes qui ont préparé à manger. Dans le lieu où on était, qui est l'Ami-Jean qui est dans le 7e arrondissement, qui est un des temples de la bistrologie, qui est tenu par le chef Stéphane Géo, qui nous a toujours fait confiance. Oui, qui est très engagé aussi. Qui est très engagé à travers d'autres associations et d'autres initiatives, et qui n'a vraiment pas hésité à nous aider et à aider les jeunes avec qui on travaille. Et il y a un jeune qui a eu l'idée pendant le planning de faire un atelier de dessin. Et du coup, on a repris des dessins que les gens ont fait avec nous en sortie. Et on a fait des copies, et on a fait un genre de truc, genre coloring books. Et du coup, il y avait des enfants, des adultes, des jeunes de Soul Food qui étaient là. Il y avait un jeune qui a géré ça. Genre, il a travaillé avec des enfants. C'est un jeune en plus qui voudrait, je crois, un jour travailler avec des enfants. Il a fait des formations. Il a passé son BAFA, ouais. Oui. Donc, il y avait plein de trucs comme ça. Plein de choses qui se passent, ouais. Donc, on a vu que nous, on voit ça, on a cette expérience peut-être même chaque fois que nous faisons une sortie ou quelque chose. Mais on a vu que c'était que comme ça. Quand on a fait rentrer des autres dans le monde de Soul Food, ils ont senti la même chose. Et c'était vraiment magique. D'accord. Mais alors, ça vous frustre pas, vous, un peu, qu'il n'y ait pas assez, ou peut-être plus de monde qui s'active aussi, qui viennent aider à ce genre d'initiative, ou au contraire, vous vous dites, bon, on va continuer, on va lancer, on va essayer de rencontrer de plus en plus de gens comme nous, et ça fera peut-être boule de neige? Moi, je dis les deux. Je me sens frustrée, mais en même temps, je ne vais pas arrêter. Mais moi, j'étais élevée comme ça. Donc ça vient de mes parents, de ne pas baiser la tête, de comprendre que je peux aider les autres, je peux faire quelque chose pour changer le monde. Après, je crois que aussi pour moi, personnellement, il y a un côté un peu culturel, parce que aux États-Unis, l'État fait moins qu'en France, et du coup, les gens ils ont plus l'habitude d'aider les autres.
de donner, d'être bénévole, de faire des choses comme ça. Donc, peut-être aussi, moi, j'ai un peu l'habitude de ça. Mais après, pour moi, personnellement, ça, c'est dans moi. J'ai toujours, même quand j'étais enfant, tu étais tout le temps, tu étais proche des... Ça m'intéressait toujours. Même quand je faisais des études, par exemple, de psychologie, moi, j'avais en tête, je vais travailler avec des enfants qui ont des problèmes. Même quand j'étais ado, je voulais faire ça. Après, ça a un peu changé. Oui. Bon, quand même, ces études, ça m'aide quand je parle avec des jeunes qui ont vécu des choses très traumatiques, je peux dire. Mais bon, je ne suis pas psy aujourd'hui. Mais oui, pour moi, personnellement, ça a été toujours dans moi. Et je sais que, par exemple, mes parents, ils sont fiers de tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Mais peut-être toi, tu as une autre... Moi, j'ai le sentiment que j'ai quand même eu un déclic qui est un peu extérieur, mais ça peut paraître un petit peu, comment dirais-je, décorrélé. Mais en fait, les attentats de 2015, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, j'ai parlé avec les collègues et tout ça. C'est un événement comme ça qui est extérieur, mais qui, moi, m'a sorti un peu d'une certaine bulle. Dans le sens où ce qui s'est passé, donc c'est d'une violence extrême. Mais je veux dire, c'est pas des gens qui venaient de Pluton ou de Mars, quoi. C'est des gens qui viennent de la Terre. C'est nos semblables qui ont fait ça. Ça m'a posé beaucoup de questions. Et voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais enfin quand même, moi, ça m'a fait un peu sortir de ma rêverie suivant laquelle la vie, elle peut continuer comme ça sans que vraiment on se préoccupe de notre prochain. Et en vrai, quand on s'occupe pas de notre prochain, y a ce genre de choses qui se passent. Et du coup, voilà, après, aider les jeunes, moi, je trouve que ça a été... ça m'a apporté beaucoup de choses. Même si c'est des heures et des heures de bénévolat. Et encore, ça apportera toujours plus que ce qu'on en donne. On a rencontré des gens qui sont bénévoles, qui sont beaucoup de gens qui sont retraités, des femmes aussi. C'est leur vie. Moi, ouvrir les yeux là-dessus, ça m'a fait dire, ça donne on comprend mieux quoi. Pourquoi il y a encore des gens qui se battent et pourquoi il y a des gens qui font que la planète elle tourne encore en rond. C'est que il y a des gens qui prennent le temps d'aider les autres, de les écouter, tout ça. Voilà, je pense que c'est essentiel. Et moi, cet événement-là m'a fait un peu redescendre et m'a fait prendre conscience de ça. Ok. Alors j'aurais une autre question, c'est concernant, parce qu'on parle des jeunes. Est-ce que vous avez des jeunes filles aussi? On travaille avec quelques filles et quelques jeunes femmes, mais en fait, les contextes actuels, les contextes migratoires ici, fait qu'on ne voit pas beaucoup de filles ou de jeunes femmes. Malheureusement, souvent, ils sont plus trafiqués que les jeunes hommes. Donc ça, c'est évidemment très triste. Et aussi à l'ADJI, l'autre, c'est pas vraiment une association, l'autre collectif, on fait des permanences d'accueil. J'ai pas vu beaucoup de femmes pendant les 4 ans, je crois, que je suis allée là-bas, peut-être un peu plus. Et chaque fois que j'ai vu une jeune femme ou une fille, tout de suite, il y avait des gens qui sont venus pour la prendre et pour être sûr qu'elle n'est pas dans la rue. Donc, c'est-à-dire qu'à l'ADJI, il y a souvent beaucoup de jeunes qui attendent pour être aidés avec toutes leurs démarches administratives. Et c'est là où nous avons rencontré la plupart des jeunes membres de Soul Food. Et du coup, là, normalement, il n'y a que des garçons. Donc, on travaille avec quelques filles et jeunes femmes, mais pas beaucoup. D'accord. Combien d'enfants vous avez à l'association, approximativement? Donc, dans la liste officielle, il y a plus que 90, mais on voit plutôt une trentaine plus régulièrement. C'est toujours les mêmes ou ça tourne un peu? Il y a les deux. Donc, il y a toujours quelques-uns qui viennent plus souvent. Parfois juste, et aussi il y a des périodes, donc c'est parfois juste parce que par exemple c'est un jeune qui a envie de faire des activités, il n'est pas scolarisé, donc
peut-être pendant 6 mois ou 1 an, on va le voir très souvent. Mais après, il est scolarisé. Après, il a un stage, un apprentissage et il habite très loin. Donc, du coup, on va le voir moins. Il y a aussi d'autres problématiques avec ces jeunes. Parfois, ils n'ont pas aidé par l'État. Du coup, ils doivent partir. Et malheureusement, il y a beaucoup de mineurs isolés étrangers qui sont disparus. Donc, même l'État ou toute l'Europe, ils ne savent pas exactement combien de mineurs isolés étrangers sont dans le territoire de la France ou dans d'autres pays. C'est un peu le problématique, même quand on fait de la recherche dans ce thème. C'est compliqué d'avoir des statistiques fiables. Oui, exactement. C'est hyper compliqué d'avoir des statistiques fiables. Et c'était le problème quand j'ai fait ma thèse en 2013. Et c'est toujours un problème aujourd'hui. D'accord. Okay. Et depuis que l'association, vous m'avez dit que ça fait 3 ans maintenant à peu près qu'elle est créée. Oui. Est-ce que vous avez pu voir l'évolution de certains jeunes que vous avez vus au début, que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que vous avez certains parcours qui ont plus ou moins abouti ou qui sont encore en cours de... Il y a plein d'exemples. J'ai pas un exemple qui me vient en tête en particulier, à part ceux qui ont fait les programmes de développement professionnel et qui sont qui ont eu leur CAP, donc soit de cuisine ou de boulangerie. Donc maintenant, ils sont dans des situations plus stables. Plus stables, avec donc du coup des titres de séjour. Hier soir, on a vu un jeune qui nous a montré son titre de séjour. Voilà quoi. Enfin oui, évidemment, c'est là on est arrivé sur des c'est pas des fins de parcours, mais enfin et puis ce sera toujours il y a toujours des choses qui sont un peu précaires. Le titre de séjour qui nous a montré le jeune, c'est 1 an, hein. Donc il faut toujours se battre pour aller un peu plus loin. Mais je veux dire, vu d'où il vient et la précarité dont il vient, c'est énorme. Et donc c'est vraiment une satisfaction de voir qu'il est il est pris en main par un professionnel qui sait ce qu'il fait, qui peut lui ouvrir les portes d'établissements prestigieux. C'est-à-dire qu'il a une carrière professionnelle qui s'ouvre à lui. On l'a mis en relation avec des amis de l'association aussi qui sont des bénévoles qui l'aident pour les cours de français, les cours de maths et tout ça. Il est en très bonne voie. Et il y en a pas mal qui sont comme ça, qui ont réussi à se débrouiller, qui suivent leur chemin. Ils ont, pour une fois, ils vivent la vie qu'ils ont choisie, quoi. Ok, très bien, très bien. Comment peut-on faire pour vous contacter ? Donc on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc à Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Donc voilà, Soul Food Paris. D'accord, on tape Soul Food, SOULFOOD, .Paris ou Paris en attaché. Paris, attaché, Paris, okay. Notamment pour Instagram. On a un site internet qui est très bien référencé, très bien achalandé. Pareil, on tape Soul Food Paris pour le site internet. Exactement, soulfoodparis.com. D'accord. Okay. Oui, et là, nous avons un blog aussi. Donc, on publie des articles un peu sur nos activités, mais surtout sur la culture, l'art et la migration. Donc, plein de choses différentes. Parfois, il y a d'autres gens d'autres pays même qui écrivent des articles qu'on publie sur des sujets qui peuvent être intéressants. Oui, sur notre site web. Okay. Donc, on peut vous suivre tout ça sur les réseaux sociaux, sur votre site. Donc merci François, merci Chris d'être passé, de nous avoir expliqué votre association, votre projet, une initiative qui est vraiment très intéressante. Et puis en plus vous habitez la rue du Deauville, donc c'est cool, vous représentez un peu le quartier de la Goutte d'Or d'une certaine façon. Merci bien. Merci beaucoup. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi?